22 février 2026. 4 heures du matin. Sierra Madre Occidentale, Jalisco, Mexique. Quelque part dans le noir, au-dessus d'un village que la plupart des cartes ne daignent pas nommer, dans un compound taillé dans la montagne comme une cicatrice, l'homme le plus recherché de l'hémisphère occidental dort. Deux gouvernements le traquent depuis plus d'une décennie. La DEA a mis sa tête à prix pour 15 millions de dollars, l'une des récompenses les plus élevées de l'histoire des forces de l'ordre américaines. Interpol connaît son nom. Des drones de la CIA ont survolé son pays. Et pourtant, pendant 12 ans, cet homme est resté un fantôme. Moins de 3 photographies confirmées de lui existent. Toutes vieilles, toutes floues. Dans chaque dossier classifié, chaque rapport de renseignement, chaque avis de recherche circulant entre Washington et Mexico, la même image brumeuse d'un visage qu'aucune caméra n'a pu saisir. Son nom est Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Au lever du soleil, il sera blessé et ensanglanté à bord d'un aéronef militaire, mourant quelque part au-dessus de ces mêmes montagnes. À la nuit tombée, 6 États seront en flammes. Ce sont ces dernières 24 heures. Et pour comprendre comment tout cela finit, il faut remonter au début, à un bar de San Francisco en 1992 et au choix qu'un homme a fait pour son frère. 1966, un village enfoui au cœur des montagnes du Michoacán, au Mexique. Pas d'électricité, pas de route goudronnée, un endroit si reculé que la plupart des cartes ne prennent même pas la peine de le nommer. C'est là que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes vint au monde le 17 juillet. Il n'alla jamais au-delà du cours moyen. Tandis que les autres enfants de son âge apprenaient encore à lire, lui était déjà dans les champs, à cueillir des avocats sous le soleil du Michoacán. L'un des 6 frères d'une famille qui n'avait rien, dans une région où les deux choses qui poussaient le mieux étaient les avocats et le crime organisé. Il était parti avant ses 20 ans. Il avait traversé la frontière vers la Californie sans papier, sans plan. Rien que la faim, et cette combinaison particulière d'entêtement et de désespoir qui pousse un être humain à franchir une ligne invisible pour entrer dans un pays qui ne le veut pas. Il fut arrêté à San Francisco en 1986, bien mal acquis et une arme chargée. Sur la photo de fichage, il ressemble à quelqu'un qui n'a même pas encore l'âge de se raser. Pas un parrain, pas une menace, juste un autre immigré clandestin au mauvais endroit. On l'expulsa, il revint. 1989, arrêté à nouveau, pour stupéfiant cette fois. Expulsé de nouveau, il revint encore. Il y a quelque chose dans ce schéma qui mérite qu'on s'y attarde un instant. 3 tentatives de franchir une frontière qui ne cessait de le rejeter. 3 expulsions. Un homme sans argent, sans éducation, sans statut légal et sans avenir apparent. Et pourtant il revenait. Ce qui pousse quelqu'un à faire cela n'est pas du courage au sens conventionnel. C'est quelque chose de plus difficile à nommer, quelque chose qui se rapproche davantage d'un refus d'accepter la forme du monde telle qu'elle lui avait été remise. Ce même refus allait un jour bâtir un empire s'étendant sur 40 pays. Mais en 1992, il n'était encore qu'un homme de 26 ans qui écoulait de l'héroïne bas de gamme dans la Bay Area avec son frère aîné, Abraham. Et un soir, les deux entrèrent dans un bar, et tout ce qui suivit commença avec une liasse de billets qui avaient l'air trop propres. Septembre 1992, San Francisco, l'Imperial Bar, dans les faubourgs miséreux du Tenderloin. 2 frères entrèrent pour conclure une affaire. 50 grammes d'héroïne, 9 500 dollars. Les acheteurs posèrent eux les billets sur la table. Propres, bien à plat, empilés avec une précision que l'argent de la rue n'a presque jamais. Le vrai argent de la drogue est froissé. Le vrai argent de la drogue a une odeur. Le vrai argent de la drogue ne se dispose pas en rangées parallèles et bien ordonnées. Nemesio le remarqua. Il se pencha vers Abraham et dit « Ces hommes sont des flics, on s'en va. » Il avait raison, il était déjà trop tard. 3 semaines plus tard, des agents fédéraux arrêtèrent les 2 frères pour trafic de stupéfiants. Et c'est dans une salle d'audience, pas à un coin de rue, pas dans un compound montagneux, que la décision fut prise, celle qui allait définir les 33 années suivantes. Abraham avait déjà 2 condamnations pour crimes graves. Une 3e signifierait presque certainement la prison à vie. Nemesio regarda son frère, puis il dit au tribunal de lui donner la peine à lui. 5 ans. Il en purgea 3,
au Big Spring Correctional Center, dans l'ouest du Texas, une prison fédérale construite spécifiquement pour les immigrés clandestins. Il y entra pour son frère. Il fut expulsé en 1997, à 31 ans, condamné au pénal, banni à vie des États-Unis. La plupart des hommes dans cette situation disparaissent. Ils se fondent dans les marges de n'importe quel pays qui les accueille, et le monde continue sans s'en apercevoir. Nemesio Oseguera. Cervantes fit quelque chose que personne n'avait anticipé. Il devint policier. Il rejoignit la police locale à Cabo Corrientes et Tomatlán, Jalisco. Il porta l'uniforme. Il porta l'insigne. Et l'agent spécial de la DEA, Kyle Mee, qui allait plus tard diriger l'enquête américaine depuis Los Angeles, fut direct sur ce que cette période signifiait réellement. Mencho ne se réhabilitait pas. Il étudiait. Il apprenait comment les forces de l'ordre pensaient, comment elles se déplaçaient, comment elles pouvaient être achetées. Chaque garde était une collecte de renseignements. Il quitta la force. Il rejoignit le cartel Milenio en tant que sicario. Et quand le cartel éclata, quand Nacho Coronel fut tué en 2010 et que la direction du Milenio s'effondra, il ne s'effondra pas avec lui. Il contempla les décombres et y vit une opportunité. Il s'associa à la famille de sa femme, le réseau de blanchiment d'argent des González Valencia. Et sur les ruines de l'empire d'un autre, il bâtit quelque chose d'entièrement nouveau. Il l'appela le Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La question que la plupart des gens ne pensent jamais à poser est celle-ci. Quel genre d'homme choisit d'aller en prison pour quelqu'un d'autre et en ressort plus dangereux qu'il n'y était entré? 1997, expulsé vers le Mexique. 31 ans, condamné au pénal, banni à vie des États-Unis. C'est là que l'histoire se termine habituellement. Il vaut la peine de s'arrêter ici et de poser une question que la plupart des reportages sur El Mencho n'explorent jamais sérieusement. Pourquoi est-il devenu policier? Pas comme couverture. Pas parce que quelqu'un le lui avait ordonné. Il rejoignit la police locale à Jalisco et y servit pendant une période que les responsables du renseignement décrivent comme véritablement formatrice, non pas au sens moral, mais au sens stratégique. L'évaluation de la DEA sur cette période, reconstituée à partir d'années d'enquête, pointe vers quelque chose de glaçant. Mencho ne portait pas l'uniforme parce qu'il le devait. Il le portait parce qu'il lui donnait accès aux radios, aux itinéraires de patrouille, à la logique de la façon dont les forces de l'ordre s'organisaient, communiquaient et, surtout, comment elles pouvaient être corrompues. Il observa quels officiers prenaient de l'argent. Il nota quels commandants détournèrent le regard. Il catalogua les points de pression. Quand il quitta la force et rejoignit le cartel Milenio comme exécutant, il ne repartait pas de zéro. Il appliquait ce qu'il avait appris. Et contrairement à la plupart des sicarios qui gravissent les échelons par la seule violence, Mencho progressa par la compréhension. Il savait comment l'État pensait, parce qu'il en avait été, brièvement, une partie. C'est ce qui rendit le CJNG différent des cartels qui l'avaient précédé. Le Sinaloa avait bâti sa puissance grâce à une infrastructure de trafic et à des pots de vin politiques accumulés sur des décennies. Le CJNG bâtit sa puissance grâce à une violence à l'échelle militaire et à un renseignement institutionnel. Le genre qu'on ne peut développer que si quelqu'un au sein de l'organisation a un jour siégé de l'autre côté de la table. Mencho n'oublia jamais ce qu'il avait appris dans cet uniforme. Et l'État mexicain allait passer les 2 décennies suivantes à tenter d'oublier qu'il lui avait un jour remis l'insigne. En moins d'une décennie après la fondation du CJNG, il avait établi une présence dans les 50 États américains et dans plus de 40 pays. En 2019, la DEA estima que le cartel d'El Mencho acheminait au moins un tiers de tous les stupéfiants entrant aux États-Unis. Sa fortune personnelle nette, au minimum 500 millions de dollars. Potentiellement plus d'1 milliard. Le gouvernement mexicain estima les actifs totaux combinés du CJNG à 50 milliards. En février 2025, l'administration Trump le désigna organisation terroriste étrangère. Le ramasseur d'avocats du Michoacán avait bâti un empire narco plus grand que l'économie de la plupart des pays. Et pourtant, personne ne pouvait le trouver. C'est ici qu'El Mencho devient véritablement sans équivalent dans toute l'histoire du crime organisé. El Chapo voulait être une légende. Il accordait des interviews à Sean Penn dans la jungle. Il faisait composer des corridos à sa gloire.
Il portait son nom comme une couronne. Il voulait être connu. El Mencho voulait le contraire. Pas d'interview, pas de photos, pas d'apparition publique, pas de vanité. En plus d'une décennie comme l'homme le plus recherché de l'hémisphère occidental, moins de 3 images confirmées de lui existent. Toutes vieilles, toutes en basse résolution, toutes prises bien avant que quiconque comprenne qui il allait devenir. La seule fois où le public entendit sa voix, ce fut à travers des enregistrements audio qui avaient fuité, des messages truffés de grossièreté envoyés à des rivaux, des menaces émanant d'un visage que personne ne pouvait voir. Le spécialiste du crime organisé Edgardo Buscaglia, de l'Université Columbia, décrivit la stratégie sans détour. Le cartel d'El Mencho était devenu l'un des plus grands acheteurs de politiciens et de campagnes politiques au Mexique, ce qui lui avait conféré une énorme base sociale, le pouvoir sans visibilité. C'était l'architecture. Il se déplaçait constamment à travers les massifs montagneux de Jalisco, du Michoacán, de Colima et de Nayarit. Il ne restait jamais longtemps au même endroit. Autour de lui, 2 anneaux de sécurité, un cercle intérieur d'anciens mercenaires militaires et un anneau extérieur de guetteurs disséminés le long des routes de montagne, aux aguets devant tout ce qui bougeait. Pendant des années, ça avait fonctionné. Pendant des années, aucun gouvernement sur Terre ne pouvait le toucher. Puis 2 choses se produisirent, qui rendirent la clandestinité plus difficile. La première fut une violence qu'il choisit. La seconde fut une maladie qu'il ne choisit pas. En 2015, les hommes d'El Mencho tirèrent un lance-grenade anti-char sur un hélicoptère de l'armée mexicaine et l'abattirent du ciel, lui achetant le temps de disparaître dans la Sierra. 11 ans plus tard, Nemesio Oseguera Cervantes mourut à bord d'un aéronef de l'armée mexicaine, transporté vers la capitale qu'il n'atteignit jamais. L'homme qui utilisa une roquette pour échapper à l'armée mourut dans l'avion même de cette armée. Cette fois, il n'y avait pas d'issue. Dès 2019, les services de renseignement mexicains avaient confirmé ce qui allait devenir le secret le plus lourd de conséquences de toute l'enquête. El Mencho souffrait d'une insuffisance rénale grave. La maladie rénale ne négocie pas. Peu lui importe combien de soldats vous commandez, combien de gouvernements vous craignent, ou à quel point vous vous êtes rendu invisible. Elle exige un traitement, la dialyse, des médicaments, un suivi régulier, un calendrier. Et dans les montagnes de Jalisco, respecter ce calendrier discrètement est extraordinairement difficile. Sa solution fut de construire une unité médicale privée au cœur du territoire contrôlé par le CJNG, dans le village isolé d'Elihuatlan, dans la municipalité de Quitupan, à environ 50 km de la ville la plus proche. Un hôpital érigé dans les montagnes pour un seul patient. Ce n'était pas une planque, c'était de l'infrastructure. Et l'infrastructure laisse des traces. Encore en février 2025, le secrétaire mexicain à la sécurité confirma publiquement que la maladie rénale était en cours et prise en charge. Et voici la question que les enquêteurs devaient démonter dans leur briefing confidentiel. Le traitement rénal crée un calendrier. Un calendrier crée des patterns. Des patterns peuvent être tracés. Que ce soit en définitive le programme de dialyse qui les ait conduits à lui n'a jamais été officiellement confirmé. Le ministère mexicain de la Défense ne l'a pas dit. La CIA ne l'a pas dit. Ce qui a été confirmé, c'est que dans les mois précédents, le 22 février 2026, les ressources du renseignement se resserraient autour de sa position, avec une précision suggérant que quelque chose avait changé dans leur capacité à prévoir ses mouvements. L'ironie est presque trop précise pour être accidentelle. La seule chose qui maintenait El Mencho en vie, la machine qui purifiait son sang, les médicaments qui prolongèrent son existence, la routine médicale qu'il ne pouvait abandonner, était peut-être la même chose qui y mit fin. Il s'était rendu invisible de toutes les façons dont un être humain peut se rendre invisible. Mais son propre corps refusa de disparaître avec lui. 26 juin 2020, Mexico, 7 heures du matin. Sur l'avenue Reforma, l'un des boulevards les plus célèbres d'Amérique latine, bordé de monuments et d'ambassades, et de la mémoire de tout ce qui s'est passé d'important dans ce pays, un convoi de tireurs du CJNG tendit une embuscade à Omar Garcia Harfuch, le chef de la police de la ville. Des grenades, des fusils à haute puissance, des véhicules blindés criblés de tirs automatiques. Garcia Harfuch prit 3 balles. 2 de ses gardes du corps furent tués. Un passant civil fut tué.
L'attaque dura assez longtemps pour laisser l'avenue ressembler à une zone de guerre au cœur de la capitale. Garcia Harfuch survécut. Depuis son lit d'hôpital, ses pansements encore imbibés de sang, il posta sur Twitter et nomma le CJNG directement. Il n'attendit pas. Il ne tergiversa pas. Il les nomma. Il se rétablit. Et il n'oublia pas. En 2026, Omar Garcia Harfuch était le secrétaire mexicain à la sécurité, la plus haute fonction de maintien de l'ordre du pays. L'homme qu'El Mencho avait tenté d'assassiner sur l'avenue Reforma 6 ans plus tôt était désormais l'homme coordonnant l'opération visant à le localiser. Quand la nouvelle éclata le 22 février qu'El Mencho était mort, Garcia Harfuch ouvrit son téléphone et publia sur X une unique ligne. 4 mots. Reconnaissance à l'armée mexicaine et à la force aérienne. Pas de conférence de presse, pas de photos, pas de discours. Juste 4 mots et 6 années d'attente comprimées en une phrase qui disait tout en ne disant presque rien. Il existe une version de cette histoire dans laquelle la plus grande erreur stratégique d'El Mencho n'était pas sa maladie rénale, pas ses failles sécuritaires, pas le renseignement qui s'était refermé sur lui dans les mois précédant février 2026. Sa plus grande erreur fut peut-être d'avoir laissé Omar Garcia Harfuch en vie. Dimanche, 22 février 2026, avant l'aube, Totolapan, Jalisco. Les forces spéciales de l'armée mexicaine se déployèrent simultanément depuis plusieurs directions. Des unités de la garde nationale tinrent le périmètre extérieur. Des éléments de la force aérienne mexicaine étaient en l'air. Du personnel de renseignement du bureau du procureur général était directement intégré à l'opération. Ce n'était pas un raid improvisé sur le terrain. C'était des mois de préparation, signaux, surveillance, rapports d'informateurs, analyse de patterns, convergeant sur un seul point GPS dans l'obscurité. Le compound était positionné dans les montagnes comme l'étaient tous les compounds d'El Mencho, en altitude, avec des lignes de mire dégagées, avec plusieurs voies d'exfiltration taillées dans le terrain. Il était conçu pour lui laisser du temps, assez de temps pour entendre les hélicoptères et disparaître avant qu'ils atterrissent. Ça avait fonctionné auparavant. Ça avait fonctionné en 2015, quand un lance-grenade avait dégagé l'espace aérien et lui avait acheté des heures dans la Sierra. Cette fois-ci, ils arrivèrent de trop nombreux angles à la fois. Au moment où les troupes percèrent le périmètre, les combattants du CJNG ouvrirent le feu. Ce qui s'ensuivit fut un échange de tirs soutenus dans les montagnes surplombant Jalisco. Pas une arrestation rapide, pas une extraction propre, mais une véritable bataille entre soldats et gunmen du cartel dans l'obscurité. 4 opérateurs du CJNG furent tués sur place. 2 furent arrêtés. 3 autres furent grièvement blessés. Parmi les blessés, l'homme pour lequel toute l'opération avait été montée. Quand les coups de feu cessèrent, les soldats fouillèrent dans le compound. Ce qu'ils y trouvèrent racontait l'histoire de ce à quoi El Mencho se préparait depuis des années. Des véhicules blindés, des lance-roquettes capables d'abattre des aéronefs, des armes lourdes stockées dans les montagnes comme l'arsenal d'une petite armée. Ils ne se cachaient pas, ils se fortifiaient. 3 membres des forces armées mexicaines furent blessés dans l'échange, et dans les décombres de la fusillade, ensanglantés, en détention, pour la première fois de sa vie entre les mains de l'État qu'il avait passé des décennies à humilier, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Pendant un instant, il sembla que ce à quoi 12 années de travail de renseignement, 15 millions de dollars de primes, les ressources complètes de la DEA, d'Interpol et de 2 gouvernements avaient convergé, étaient enfin advenus. Ils l'avaient. Ils ne l'eurent pas longtemps. Le protocole standard pour une capture d'une telle envergure est le transfert immédiat, sans délai, sans opportunité d'opération de sauvetage, sans temps pour le CJNG de se mobiliser. Un aéronef militaire fut préparé. El Mencho, blessé, saignant, fut embarqué. Le plan. Une détention fédérale à Mexico. Un interrogatoire. Tout le poids du système judiciaire mexicain appliqué au prisonnier le plus important que le pays ait jamais détenu. Il n'arriva jamais. Quelque part au-dessus des montagnes de Jalisco, en route vers la capitale, Nemesio Oseguera Cervantes mourut de ses blessures. Le communiqué officiel du ministère mexicain de la Défense était précis dans ces termes. L'objectif de l'opération avait été de le capturer vivant. Ce n'est pas ce qui se produisit.
L'homme qui avait abattu un hélicoptère militaire avec un lance-grenade pour échapper à l'armée mexicaine en 2015 fut transporté par le propre aéronef de l'armée mexicaine en 2026. Il ne descendit jamais de l'avion. À Mexico, Omar Garcia Harfuch ouvrit son téléphone. Il tapa 4 mots. Reconnaissance à l'armée mexicaine et à la force aérienne. Pas de discours, pas de conférence de presse, pas de photos, pas de triomphe joué pour les caméras. Juste 4 mots émanant de l'homme qui avait attendu 6 ans, qui avait pris 3 balles sur l'avenue Reforma et récupéré dans un lit d'hôpital et repris le travail et gravi les échelons jusqu'au sommet de l'appareil sécuritaire mexicain. Tout cela pendant que l'homme qui avait commandité l'attaque contre lui était encore vivant quelque part dans les montagnes. Maintenant, il ne l'était plus. Dans les heures qui suivirent l'annonce de la nouvelle, le CJNG activa quelque chose qu'El Mencho avait apparemment préparé pour l'éventualité exacte de ce moment. 21 blocages d'autoroutes s'embrasèrent dans le seul état de Jalisco d'ici 15 heures. Des véhicules furent incendiés à Jalisco, au Michoacán, à Colima, à Tamaulipas, dans le Guanajuato et à Aguascalientes, 6 États simultanément, dans une démonstration coordonnée d'une portée organisationnelle qu'aucune action isolée des forces de l'ordre n'avait réussi à réprimer. Le gouverneur Pablo Lemus Navarro déclencha un état d'urgence code rouge. Les transports en commun furent suspendus. Les écoles fermèrent. Les civils furent invités à rester chez eux. Guadalajara se tut. Une ville de 5 millions d'habitants, programmée pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA dans 4 mois, devint une ville fantôme en une après-midi. Puis des hommes armés envahirent de l'aéroport international. Des voyageurs abandonnèrent leurs bagages et coururent à travers les terminaux. Delta, Alaska, American Airlines, Southwest et Air Canada annulèrent tous leurs vols vers Puerto Vallarta et Guadalajara. Une émeute éclata dans une prison à Puerto Vallarta. Un gardien fut tué. Le département d'État américain émit une consigne de confinement pour les ressortissants américains dans 5 États mexicains. Depuis Washington, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, confirma que les services de renseignement américains avaient apporté leur soutien au gouvernement mexicain dans l'opération. Le secrétaire d'État adjoint Christopher Lando décrivit El Mencho comme l'un des barons de la drogue les plus sanguinaires et les plus impitoyables de l'histoire, avant d'ajouter « Les bons sont plus forts que les mauvais ». À Guadalajara, les rues étaient désertes et les incendies brûlaient encore. 5 millions de personnes étaient cloîtrées chez elles, les yeux rivés sur leur téléphone, attendant de voir combien de temps cela durerait. La ville censée accueillir l'une des grandes fêtes du sport mondial dans 4 mois ressemblait ce soir-là à une ville qu'on venait de rappeler à ce sur quoi elle reposait réellement, et à qui a toujours eu le pouvoir d'éteindre les lumières. Un homme était mort, et le prix de sa mort était payé par tous ceux qui n'avaient rien à voir avec sa vie. Retournons en 1992, dans la salle d'audience de San Francisco. Un homme de 26 ans se tient devant un juge fédéral. Son frère aîné Abraham est assis à proximité. Abraham a déjà 2 condamnations pour crimes graves. Une 3e signifiera vraisemblablement la réclusion à vie. Et Nemesio, qui n'est pas avocat, pas stratège, encore rien, fait un calcul. Il dit au tribunal de lui donner la peine à lui. Il l'endosse. Il entre au Big Spring Correctional Center pour qu'une personne qu'il aime ne passe pas sa vie dans une cage. Ce choix, fait en un instant, dans une salle que personne d'autre n'aurait souvenir de pendant des décennies, est la graine de tout ce qui suivit. Le CJNG, les 50 milliards d'actifs, les 40 pays, la prime de 15 millions de dollars, les lance-grenades, l'hôpital privé dans les montagnes. Tout cela poussa d'un seul acte de loyauté envers un frère aîné. 33 ans plus tard, l'un des derniers mouvements de l'opération de renseignement se refermant sur El Mencho fut la recapture de ce même frère. Abraham Oseguera Cervantes, l'homme pour lequel Nemesio était allé en prison, fut appréhendé par l'armée mexicaine le 28 février 2025. Presque exactement 1 an avant le raid sur le compound à Jalisco. Que son arrestation ait fourni des renseignements qui accélérèrent l'opération contre son frère n'a jamais été officiellement confirmé. Mais le calendrier n'est pas anodin. Le frère pour lequel il était allé en prison. Le frère dont il avait acheté la liberté au prix de 3 ans des siens. Le frère qui, en fin de compte, ne put pas le protéger. Il avait commencé avec rien, un village sans route, une instruction jusqu'au cours moyen.
des champs d'avocats au Michoacán. Il franchit une frontière 3 fois, fut expulsé 3 fois et revint à chaque fois parce que disparaître n'était pas quelque chose qu'il savait faire. Il passa 3 ans dans une prison fédérale du Texas occidental pour son frère. Il porta un uniforme de policier et étudia les gens qu'il détruirait un jour. Il bâtit un empire s'étendant sur 40 pays et acheminant un tiers de tous les stupéfiants entrant aux États-Unis. Il contraignit 2 gouvernements à dépenser une décennie et 15 millions de dollars pour tenter de le trouver. Et à l'aube d'un dimanche matin de février 2026, dans les montagnes de Jalisco, cela se termina comme cela se termine toujours pour les hommes qui refusent de disparaître. Dans une fusillade dont ils ne purent s'échapper, dans un avion qu'ils ne quittèrent jamais, au-dessus de ces mêmes montagnes où ils avaient jadis été intouchables. Le CJNG ne s'effondrera pas parce qu'El Mencho est mort. Il bâtit l'organisation spécifiquement pour lui survivre. Décentralisée, des cellules régionales fonctionnant avec une autonomie significative. Aucun nœud unique capable de faire tomber l'ensemble. Le cartel a des opérations dans 40 pays et 50 États américains. Une infrastructure financière tissée dans des économies légitimes et une génération de commandants qui ont appris auprès de l'organisateur criminel le plus discipliné de l'histoire moderne de l'hémisphère occidental. Des analystes de la Brookings Institution ont été directs. Une quantité considérable de violence suivra vraisemblablement, non pas parce que le cartel est de faible, mais parce que le vide laissé par un chef du calibre d'El Mencho attirera chaque opérateur ambitieux au sein de la structure de l'organisation. Un nom a commencé à apparaître dans les rapports de renseignement comme successeur potentiel. Abraham Jesus Amaro Cano, connu sous le nom d'El Yogurt, 29 ans. Commande une cellule de force spéciale du CJNG, directement liée à l'unité de protection personnelle d'El Mencho. Survécu à un important raid de la marine mexicaine en 2025. Non confirmé, mais le nom prononcé discrètement dans les endroits où ces choses se disent. La présidente Claudia Sheinbaum avait dit pendant des années que la stratégie dite du Kingpin ne fonctionne pas. Que couper la tête d'un cartel ne tue pas le corps. Cela le multiplie. Elle l'avait dit avant de prendre ses fonctions. Elle avait bâti sa philosophie de sécurité autour de cette conviction. Et puis, sous la pression de l'administration Trump pour produire des résultats visibles dans la lutte contre le trafic de drogue, elle avait autorisé l'opération qui produisit la plus grande élimination de Kingpin de l'histoire de l'hémisphère occidental. Dans la nuit du 22 février 2026, elle regarda son propre avertissement se réaliser en temps réel sur chaque écran du pays. La question n'est pas ce qui est arrivé à El Mencho. Nous savons ce qui est arrivé à El Mencho. La question, celle à laquelle personne ne peut encore répondre, est ce que va devenir l'espace qu'il a laissé, qui va le remplir, et combien de personnes vont mourir dans le processus visant à le découvrir. Dans un bar de San Francisco, en 1992, un homme de 26 ans regarda une liasse de billets trop propres et sut immédiatement que quelque chose clochait. Il dit à son frère de s'en aller. Il était déjà trop tard. 33 ans plus tard, dans les montagnes de Jalisco, il en allait de même.